Antonin, que je le dise comme je sais le dire immédiatement, vous verrez mon corps actuel voler en éclats, se ramasser sous qui aspect notoire, un corps neuf, vous ne pourrez plus jamais oublier. La vie se sous le geste, dans le souffle et dans les mains, dans un plus loin. Ce n'est pas une invention du cerveau, pas dans les nerfs, pas dans le cerveau, dans le souffle non. L'anesthésique endort en touchant la peau et non les nerfs. Ainsi donc, pas de principe. Le corps n'est pas mon fils, jamais. Et moi, contrairement aux apparences, je n'ai pas cette idée de la dualité. Faire mon corps, front taillé avec un couteau. Je ne suis pas le front, pas le couteau, je tiens le couteau. Et je ne suis pas le front, mais avec le front et le couteau. J'avance, sans jamais accomplir aucune espèce d'opération, mais en détruisant le corps, de plus en plus, en le martyrisant, jusqu'à ce qu'il ait renoncé à la conscience, séparé, distincte de Dieu. Dieu, c'est tous les êtres. Je ne crois pas comme Lucifer, tailler un front pour le parfaire de lui enlever ses secrets. Je travaille pour l'honneur, en pure perte d'imposer mon individualité. Sans espoir de récompense, sans espoir de profit, de prolifération, de multiplication et pas de publication. Je suis académicaliste, anti-bourgeois, désintéressé, mais travailleur. Un travailleur. Ceci dit, j'assure ne plus faire passer une fumée par le trou de la bouche ou du nez. Ce n'est pas la faire passer par le trou d'un cul constipé. Fumer une cigarette proprette, nature, non dénicotinisée, nette. Enfin, honnête, vierge, faite pour être uniquement et simplement exclusivement fumée. Fumer sans descendre jusqu'au fumier que si l'on s'appelle partout. Alors, en descendant jusqu'au fumier du corps, moi, cette langue entre quatre gencives, cette viande entre deux genoux, ce morceau de trou pour les fous, mais justement pas pour les fous, pour les honnêtes que rabote un désir à rôder partout, et qui de ce rond firent la feuille. Écoutez bien, firent la feuille du début des générations dans la carne palmée de mes fous à moi. Lesquels et de quoi ces trous? D'âme, d'esprit, de loi et d'être. Mais à la place où l'on s'en fout, père, mère, arceau et tout. Dans l'humus de la trame à rouge, dans l'humus soufflant de la trame de ce vide, entre dur et mou. Noir, violet, raide, bleu, et c'est tout. Ce qui veut dire qu'il y a un os où Dieu s'est mis sur le poète pour lui saccager l'ingestion de ses vers, tels des pelles de fête qui lui soutirent par le pont, qui lui soutireraient du fond des âges jusqu'au fond de son trou de con. Et ce n'est pas un tour de con qui lui joue de cette manière, c'est le tour de toute la terre contre qui a des couilles au con. Et si on ne comprend pas l'image, et c'est ce que je vous entends dire en rond, que vous ne comprenez pas l'image qui est au fond de mon trou de pont, c'est que vous ignorez le fond, non pas des choses, mais de mon fond à moi. Bien que depuis le fond des âges, vous y clapotiez tous en rond, comme on clabaude un aliénage, complote à mort une incarcération. Quand on creuse le caca de l'être et de son langage, il faut que le poème sente mauvais.
pendant des années par la danse d'un monde épouvantable de microbes, exclusivement sexualisé, où je reconnaissais dans la vie de certains espaces refoulés des hommes, des femmes, des enfants de la vie moderne. J'ai été tourmenté sans fin par les démonstrations d'intolérables eczéma, où toutes les purulences de la vie érotique de la pierre se donnaient libre cours. Nous sommes enveloppés par une humanité seconde, qui prend ses racines dans les corps des hommes de tous les jours, lequel, à de certains instants, se découvre vampire et se met brutalement à agir comme tel. Ces hommes sont de ceux qui n'ont pas tué la bête en eux, en naissant, qui se sont refusés à se détacher de la bête à laquelle ils tenaient trop. Cette bête est un érotisme sans fond, le jour lugubre d'un érotisme des fonds du monde qu'on redécouvre en fermant les yeux. C'est là qu'on voit bouger le monde hideux de la lubricité, sans fou ni classe, tout craquelé de lubricité. Un homme prêt n'a pas de sexe. Il ignore cette hideur et ce stupéfiant péché dont il connaît le parachèvement que l'être par définition ne connaîtra jamais. Salut. Son et lumières se transforment dans les lumières et le vacarme d'un carrefour de rue moderne crépuscule. Et j'en passe en tous sens. Et des trams, du métro, des voitures, on ne voit que les ombres sur un immense mur blanc. Des groupes mouvants se forment et des dessins apparaissent dans ces groupes. Des mouvements divers et contradictoires comme dans une fourmilière vue de très haut. Cris de la rue, voix diverses, bruit infernal. Quand un bruit se détache, les autres sautent sur plusieurs plans en arrière. Yes, l'attends. Le plein pied, ma chère, peau, blonde, mauve, soleil et chair, quoi. C'est la main. Autant que lever la main, tiens. Et cette lettre, je veux, cette lettre, et mon Dieu, le visage tout couvert de taches de douceur. Une figure de maladie. L'astronome dit que les taches, je n'ai jamais vu un soleil aussi gros. Comme l'éclipse de 1912. Le bémon, l'or verse, la poussière couvre tout. Tous ces textes coupés de passages de cris, de bruit, de tornades sonores couvrent tout. Une voix sédante et énorme annonce une chose qu'on ne comprend pas. Elle monte de plus en plus. Elle a l'air de dire « Je vous dis que... Je t'annonce. Voilà ce que j'annonce. Un très grand. On entend cela comme une grande voix large, étendue, et dans un rêve. Et cela recommence indéfiniment jusqu'à la fin de la scène. Et bientôt, suivant un rythme qui sera trouvé sur scène, les voix, les bruits, les cris se détachent bizarrement. La lumière s'altère, comme par sombre. Tout semble aspiré par le ciel. Bruit, lumière, voix, une odeur vertigineuse au plafond. Une femme agite les bras. Un homme tombe. Un autre tend le nez en l'air comme s'il flairait. Un inconnu au premier plan court comme une feuille. Une hystérique se lamente et fait le geste de se déshabiller. Un enfant pleure avec d'immenses et de terribles sanglots. Maman. Ah, j'ai tout. Espèce de fou. Voyons, ça bandit à la copain. Ah, il me déshabille, c'est fou. Il m'a reçu un bandit, il va m'être nu. Viens, prends-moi dans la rue. Oui, dans la rue. Oh, je suis folle dans la cité. Là, prends ça et puis ça. Et encore ça, ça pique. Oh là là, mon cœur, ma gorge, mes poumons. J'ai peur. Je flanche, je brûle, je sors. Multiple un tourbillon commence. Les gens qui crient sont isolés, personne ne les touche. Immense gesticulations. Arrêt brusque. Tout recommence. Tout le monde reprend sa place comme si de rien n'était. Le carrefour recommence à grouiller.
La scène se couvre de gens qui courent et montrent le ciel du doigt. La rue de cette femme, non pas la rage de celui-là. La tâche, c'est à l'égard de la tâche, comme à l'égard de cette tâche. Un vieillard brandit un bâton et crie d'une voix de centaure, comme coup de colère devant une blague trop forte. Il est 10 heures du soir. Est-ce la lune ou le soleil? Est-ce la lune ou le soleil? J'ai eu ballot, j'ai eu un numéro. Maman, la lumière qui s'envole. Est-ce que tu seras aveugle, toi? Un agent brandit un bâton de circulation qui n'arrête personne. Une femme l'aborde. Monsieur l'agent, si c'est la guerre qu'on appelle, est-ce qu'on réquisitionnera mon chien? Bousculade. Les gens se battent. Pourquoi? Et montent par échelon sur les côtés de la scène. Mais regarde, là, idiot. C'est dans le ciel. Le cataclysme est dans le ciel. La lune tombe, je te dis que la lune tombe. Car regarde là, elle se décèle, elle tombe. Et qu'elle tombe et que tout crève. Dis-leur, nous sommes en amour, au fils de Sélénée. Il s'agit bien d'amour. La vôtre a juré tout. Mais donc le poète dramatique, ta gueule, pas tes drames, du calme, ta visionnaire, au plumard. Les champs étoilés forment de colonnes de chaque côté de la scène. Le milieu est devenu sombre quand tous les gens sont montés au milieu de cris, de plaintes, de protestations, d'appels. Mais ne poussez pas par là, vous allez me faire tomber. Enfin, dis donc, tu t'appelles le ciel pour tomber. C'est pas fini, tu es trop loin. Ah mon Dieu, c'est donc vrai. Mais c'est donc vrai. Les crieurs de journaux directement dans le milieu sombre de la scène, en brandissant leurs feuilles. Ces marchands reprennent en éclaircissant la grande voie de rêve qu'on ne comprenait pas. Grande découverte. Demandez la grande découverte. Officielle. La science bouleversée. Officielle. Il n'y a plus de firmament. Il n'y a plus de firmament. Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a plus le Pyrénées, il n'y a plus le Pyrénées, il n'y a plus le firmament officiel, sans assurer les découvertes. La science est bouleversée, les paroles du grand savant, il n'y a plus de firmament. Un coup de casse, puis de très loin, d'autres voix reprennent avec une nouvelle invasion de crieurs de journaux. On entend le mot Sirius prononcé sur tous les tons et à tous les diapasons de la gamme, qui montent en s'amplifiant. Le gouvernement recommande le calme. Au plumard, ta visionnaire. Ah, ta visionnaire au plumard. Mais je ne comprends pas tout ça. J'ai peur de tomber assez et je brûle. Maman, ça y est, je la vois tomber. Un homme, le journal à la main, descend quatre à quatre la scène. Le silence s'établit. Il veut lire. Mais des cris, des clapissements, des piétinements reprennent dans un coin, au fond, comme de gens qui arrivent et qui ne sont pas au courant, qui n'ont rien entendu. Mais ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. J'ai froid. Je tombe. Mais tenez, ça recommence. Laissez là. Silence. Un corps passe sur un brancard. Les gens se précipitent pour voir. Un homme suit le corps, une femme l'absorbe. C'est ta tête. Non, c'est... La réponse du docteur est emportée dans le tourbillon des voix et des cris. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'affoler comme ça? Je l'ai vu, mon Dieu. Elle n'est pas tombée. C'est un phénomène magnifique. Mais non, c'est une queue de comète. Non, non, c'est un phénomène sans poudre. Mais non, une foudre sans électricité. L'idiot. Silence. L'homme, avec le journal à la main, s'avance au premier plan. Il commence à parler, mais les groupes le matchent, le recouvrent. Tout le monde tourne le dos au public, regarde quelque chose dans le fond de la scène. La voix d'un haut-parleur couvre tout. Immense découverte. Le ciel a carrément aboli. La terre a eu le seconde de Sirius. Il n'y a plus de firmament. La télégraphie terrestre est faite. Le langage interplanétaire est établi. Joie dans la foule, les gens sont rassurés, tout le monde respire, les rires fusent, la foule s'écoule, les hommes en reviennent à leur petit jeu, on pince des femmes qui poussent de petits cris, une voix d'homme tout seul. Mais je ne comprends tout de même pas. Et puis, qu'est-ce que ça peut nous foutre? Est-ce une raison pour tout déglinguer? L'homme dort, il ne reste que quelques promeneurs, des amoureux qui s'abstènent, un marchand ambulant, un joueur d'or de barbarie. Voilà, tu comprends, c'est basé sur... Mon Dieu, un déchargement de force colossale. Ce n'est pas de la force, c'est de la radiation. De la quoi?
de l'altération de la matière. C'est là pas le tout. On ne dégage pas des forces comme ça. C'est comme si deux mondes rentraient l'un dans l'autre. C'est comme si la Terre sautait dans le ciel. Un homme s'élève à mesure qu'il parle, des vagues tournent autour de lui et s'arrêtent à peine. Il a l'air d'un monumentaire de serment à Épa. C'est l'amour, quoi. Tu deviens l'autre et tout est dit. Tu deviens là, c'est comme ça. Tu ne parles pas et tout est là. Tout est là avant que tu dises. As et feu, tu es le feu. Là-dessus, un chant lointain et révolutionnaire commence, et c'est le... La création d'Artaud. Le mot ne peut rien exprimer. Son objet lui échappe. Le mot nous fournit ni équivalence, ni correspondance, ni symbole, ni rien. Il ne peut même pas exprimer l'impossibilité d'exprimer. Il n'y a rien. Rien. Que de la destruction se détruisant sans fin, toujours par l'intérieur, toujours plus intérieurement, toujours plus en dedans. Il n'y a qu'une sorte de destruction rétractive. Comment le mot pourrait-il saisir cette destruction, ainsi à l'infini? Le mot ne peut pas dire. Il peut décrire, c'est-à-dire rester à l'extérieur. Dans les lettres à Jacques Rivière, Artaud décrit de l'extérieur ce qu'il considère non pas comme ses structures mentales, mais comme ses ruptures mentales. Ce qu'il veut leur publier, ce sont des textes absolument recevables. Et les ruptures mentales qu'il constate ne lui apparaissent que comme des empêchements, des liens, de la bouillie dans l'esprit, des chocs de paralysie. Une seule chose compte. Antonin Artaud bute. Antonin Artaud est empêché de. Il est aphasique, impuissant. Son esprit se heurte à, frappe sur, en vain. Son esprit est écrasé par. Et si la paralysie se délie, c'est qu'un arrachement a pris sa place. Il y a rupture dans Antonin Artaud. Cela, le mot permet de dire, mais pas de restituer. L'idée rupture n'est rien, c'est la rupture dans le corps qui est. Antonin Artaud ne sera que par destruction et rupture, avec son corps. Être rupture, être destruction, incarner des mots qui cesseront d'être mots, puisque le mot n'est qu'un signe. Des mots qui seront cris, des cris hors du mot, des cris en rupture, des cris en effondrement central de l'âme. Du corps d'Artaud dans d'autres corps, pour d'autres corps. Je ne crois ni père ni mère. Je n'ai pas papa, maman. Nature, esprit ou Dieu, Satan, ou corps, ou être, vie ou néant. Rien qui soit dehors de nous. Surtout pas la bouche terre, trou dans le nez, ou pauvre dedans, où il se regarde tout le temps. L'homme fait sa substance en moi, pour me prendre un papa maman, et se faire une existence libre de moi, sur mon cadavre. Aussi du dit mère, et renifler, de temps en temps. Je vis par-dessus le temps, comme si le temps n'était pas pris. N'était pas fait. Je suis pris de tous les écités qui fallait me rattraper dans la cercueil. Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère et moi. Niveleur du périple imbécile, forçait de l'engendrement. Le périple papa-maman et l'enfant.
Les jardins de nos songes, plus beaux que les plus beaux rêves de nos génies, saisis par de mystérieuses harmonies, éclateront en nous des rêves de génie et des poèmes de mensonges. Nous écouterons les strophes infinies en songe. Et les vents courberont les arbres jusqu'à terre. Les arbres plus fastueux que le couchant, ayant des fruits de pourpre et d'or, de diamants aux reflets alléchants. Avec les yeux des émeraudes de mystère, jetant des flammes de mystère. Et les vents entendront les arbres et nos corps arracheront au bois leurs musiques intimes. Et nos voix lanceront des musiques sublimes. Aux porches des forêts fauves et hautes cimes aux fleuves d'or. Afin de mieux saisir l'âme de nos domaines, l'âme de nuit de décadence et de couchant, la grande âme de ténèbres et de génie, nous prendrons le chemin du sentier bleu qui mène droit au couchant. Rayonnant de magnificence et d'harmonie ainsi qu'une rosace au cœur du sentiment. Et là, nous entendrons l'immortelle cadence, des lignes et des corps rythmés, et des gothiques balustrades parfumées, de la douceur des corps aimés par les hommes aux grandes âmes de cadence, par les poètes parfumés. Chez ma belle, il fait bon à avaler du mouron, car nous sommes oiseaux, car nous sommes oiselles. Chez ma belle, il fait bon, colombelle à son balcon, tout au long de ses aisselles, de beaux palamiras, de ses amoureux frissons. D'eau qui a soif, cette route sans écriture, madame, et le signe de vos matures sur cette mer où je me noie, les messages de vos cheveux, le goût subtil de vos lèvres, cet orage qui m'enlève dans le sillage de vos yeux, cette ombre enfin, c'est comme ça de la vie s'effraie, et le vent, et l'horrible piétinement de la foule sur mon passage. Je laisse les yeux vers vous, on dirait que le monde tremble. Et les feux de l'amour ressemblent aux caresses de votre époux. Je t'aime et tout est beau. Tu m'aimes et tout est beau. Je t'aime et tout est beau. Tu m'aimes et tout est beau. Je t'aime. Mais regarde-moi enfin. Et voilà. Je t'aime. Je suis grand. Je suis seul. Je suis plat. Je suis grand. Nous sommes intenses. Ah, que le monde est bien établi. Un silence. On entend comme le bruit d'une immense roue qui tourne et dégage du vent. Un ouragan les sépare en deux. À ce moment, on voit deux astres qui s'entrechoquent et une série de gens de chair vivante qui tombent avec des pieds, des mains, des chaussures, des masques, des colonnades, des portiques, des temples, des alambics, qui tombent, mais de plus en plus lentement, comme s'ils tombaient dans du vide. Puis 3 scorpions, l'un après l'autre, et enfin une grenouille et un scarabée qui se dépose avec une lenteur désespérante, une lenteur à vomir. Le ciel est devenu fou! Il pousse la jeune fille devant lui. Entre un chevalier du Moyen-Âge, avec une armure énorme, et d'une nourrice qui tient la poitrine à 2 mains. Et souffle à cause de ses seins trop enflés. Laisse-la, cette marelle, donne-moi des papiers. Qu'est-ce que tu te prends? Il n'y a pas de fille, juste. Je te dis qu'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux comme fou s'il te plaît? Raccroche. Souffle-le. Elle jette rapidement ses papiers. Je
laisse-moi manger. La nourrice s'enfuit. Alors il se relève, et de l'intérieur de chaque papier, il tire une énorme tranche de bruyère. Tout à coup, il pousse ses épaules. Montre-moi tes seins. Montre-moi tes seins. Où est-elle passée? Il sort en courant. Le jeune homme revient. J'ai vu, j'ai su, j'ai compris. Ici, la place publique, le prêtre, le sablier, les 4 saisons, le steak d'olive, la lanterne du bordel, les balances de la justice, je n'en prie plus. Un prêtre, un cordonnier, un dodo, une matrelle, un juge, une marchande des 4 saisons arrivent sur la scène comme des ombres. Je l'ai perdu, rendez-la-moi. Mais qui? Ma femme? Votre femme? Farceur, c'est peut-être la sienne. Ah, c'est peut-être vrai. Il sort au courant. Le prêtre se détache du groupe à son tour et passe son bras autour du cou du jeune homme. À quelle partie de son corps faisiez-vous le plus souvent action? Adieu. Le prêtre, décontenancé par la réponse, prend immédiatement l'accent suivant. Mais ça ne se fait plus. Nous ne l'entendons pas de cette oreille. Il faut demander ça au mouvement, au tremblement de terre. Nous autres, on se refait les petites saletés des hommes dans le confessionnal. Et voilà, c'est tout. C'est la vie. Enfin voilà, c'est la vie. Peut-être il faut le camp. Mais oui. À cet instant, la nuit se fait tout d'un coup sur la scène. La terre tremble, le tonnerre fait rage, avec des éclairs qui zigzaguent ensemble, et dans les éclairs et dans les zigzags des éclairs, on voit tous les personnages qui se mettent à courir et s'embarrassent les uns dans les autres, tombent par terre, se relèvent encore et courent comme des fous. À un moment donné, une main énorme saisit la chaussure de la maîtresse en flamme et grossit à vue d'œil. Ciel, regarde ton corps. Le corps de la maîtresse apparaît absolument nu et hideux sous le portable et la joue qui deviennent comme du verre. Laisse-moi, Dieu! Elle mord Dieu au poignet. Un immense jet de sang lacère la scène, et on voit au milieu d'un éclair plus grand que les autres le prêtre qui fait le signe de la croix. Quand la lumière se refait, tous les personnages sont morts, et leurs cadavres gisent de toutes parts sur le sol. Il n'y a que le jeune homme et la maîtresse qui se mangent les yeux. La maîtresse tombe dans les bras du jeune homme. Racontez-moi comment ça vous est arrivé. Le jeune homme se cache la tête dans les mains. La nourrice revient, portant la jeune fille sous son bras comme un papier. La jeune fille est morte. Elle la laisse tomber à terre, où elle s'écrase et devient plate comme une galette. La nourrice n'a plus de sein. Sa poitrine est complètement plate. À ce moment débouche le chevalier, qui se jette sur la nourrice et la secoue véhémentement. Où est la fumée? Dans ma prière. Ah, voilà! Elle laisse ses robes. Le jeune homme veut courir, mais il se fiche comme une marionnette pétrifiée. Ne faites pas de mal à la maman. Maudit. Il se voile la face d'horreur. Alors, une multitude de scorpions sortent de dessous les robes de la nourrice et se mettent à pulluler dans son sexe, qui en l'étouffant devient vitreux et miroite comme un soleil. Le jeune homme et la maîtresse s'enfuient comme des trépanés. La Vierge! Ah, c'était ça qu'il cherchait! Rideau. Personne à la porte. L'œil mort est retourné sur ce cadavre écorché que la peau silence de son corps. L'or qui monte, le véhément silence jeté sur son corps,
et l'arbre que tu portes encore, et ce mort qui marche en avant. Vois comme tournent les fuseaux, dans les fibres du cœur écarlate, ce grand cœur où le ciel éclate, pendant que l'or s'immerge les eaux. C'est le dur paysage de son qui se révèle pendant que tu marches, et l'éternité te dépasse, car tu ne peux passer le pont. Poète noir, un sein de pucelle te hante, poète aigri, la vie et la ville brûlent, et le ciel se résorbe en pluie, ta plume gratte au cœur de la vie. Forêt, forêt, les yeux fourmis sur les pignons multipliés, cheveux d'orage, les poètes enfourchent des chevaux, des chiens, les yeux ragent, les langues tournent, le ciel afflue dans les narines, comme un lait nourricier et bleu. Je suis suspendu à vos bouches, femmes, cœur de vinaigre dur. Un corps vivant pourri sur terre, et fait par l'homme sans organes. Car quand on a un saut, quand il pense quand on a un saut, se fait sans organes. Car c'est par les organes qu'il est empêché, retranché. Mais tous les organes se ramènent à deux choses, mère et père. Un corps émasculé sans organes, en conservant l'os et le sang. Car jamais en donnant un saut n'a songé à supprimer l'un ou l'autre. Ainsi l'homme se fait plus cadavre et moins vie. Ainsi l'homme se fait momie. Si bien que si l'homme croit en l'homme pour cesser de croire en Dieu, si l'homme assume l'homme, enfin, il lui faut aussi un cadavre pour assurer l'homme. Comme il avait fallu un cadavre à Dieu quand il avait voulu nous prendre en charge, et pas même un cadavre sans organes, un cadavre émasculé, un cadavre nettoyé, raclé de tout ce qui en son arceau, séparé en son arceau, dans son arceau. Il lui faut une momie. Et l'homme qui arrache le cadavre non manifesté de la vie de la croix n'a pas besoin d'une croix lorsqu'il érige en os et en sang un rondis, le manifesté de la vie, pour incarner la passion de l'homme assumant le sort de l'homme. Symbole de sa liberté, symbole dans son arceau redressé, ayant échappé à tous les étranglements de la création, et le sang qui est la pensée dans son arceau. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Et pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des eaux. Et qu'il n'y avait que de la terre ou du bois d'os. Et il a fallu gagner sa viande. Et il n'y avait que du fer et du feu et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a fait tirer la merde. Et pour cela, il a sacrifié le sang. D'où venons-nous? Pas de réponse, mais pas de question. Où allons-nous? Pas de réponse, mais pas de question. Nous n'allons nulle part. Nous ne retrouverons pas un ailleurs. Nous n'y aspirons pas. Nous n'allons pas vers. Nous ne venons pas d'eux. La vie n'est pas une durée, une tranche de temps découpée pour le déroulement du temps. Elle n'est pas un vecteur orienté. Toutes les communications sont coupées en avant et derrière et tout autour. Et les derniers liens qui s'agrippent à l'homme sont à trancher. Nous sommes sans racines, coupés d'œufs et non rattachés à. Il faut retrancher tous les compléments de la grammaire et terminer, je veux dire la phrase, par un mot court qui rattache dans le temps et l'espace et qui ne rattache à rien. Nous sommes prépositions, conjonctions, adverbes et verbes, et à constater tout près de la définition, indéfini, tout proche
de l'orientation, d'une origine et d'une fin. Et sans origine et sans fin. Un hoquet désagréable coupe les amarres et nous rend à ce qui serait un néant pour le néant. L'individu est un pronom qui ne remplace pas un nom, un pronom sans référence, un pronom qui ne renvoie à personne, qui ne désigne rien, un pronom qui désigne ce qui ne peut être désigné, et davantage ce qui est à ne pas désigner. On vit, on meurt, quelle est la part de volonté dans tout cela? Il semble qu'on se tue comme on rêve. Et ce n'est pas une question morale que nous posons. Le suicide est-il une solution? Non. Le suicide est encore une hypothèse. Je prétends avoir le droit de douter du suicide comme de tout le reste de la réalité. Il faut pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre douter affreusement non pas à proprement parler de l'existence, ce qui est à la portée de n'importe qui, mais de l'ébranlement intérieur de la sensibilité profonde des choses, des actes, de la réalité. Je ne crois à rien à quoi que je ne sois rejoint par la sensibilité d'un corps d'onde pesant, et comme météorique, et je manque tout de même un peu trop de météores en action. L'existence, construite et sentante, de tout homme me gêne, et résolument j'abomise toute réalité. L'état proprement dit du suicide est pour moi incompréhensible. Le suicide d'un neurasthénique est sans aucune valeur de représentation quelconque. Mais l'état d'âme d'un homme qui aurait bien déterminé son suicide, les circonstances matérielles et la minute du déclenchement merveilleux. J'ignore ce que c'est que les choses. J'ignore tout état humain. Rien du monde ne tourne pour moi, ne tourne en moi. Je souffre affreusement de la vie. Il n'y a pas d'état que je puisse atteindre. Et très certainement, je suis mort depuis longtemps. Je suis déjà suicidé. On m'a suicidé. C'est-à-dire, mais que penseriez-vous d'un suicide antérieur? D'un suicide qui nous ferait rebrousser chemin, mais de l'autre côté de l'existence, et non pas du côté de la mort. Celui-là, seul, aurait pour moi une valeur. Je ne sens pas l'appétit de la mort, je sens l'appétit de ne pas être, de n'être jamais tombé dans ce déduit d'imbécilité, d'application, de renonciation et d'obtuse rencontre qui est le moi dans son âme marteau, bien plus faible que lui, le moi de cet infirme errant, et qui de temps en temps vient proposer son ombre sur laquelle lui-même a craché. Et depuis longtemps, ce moi béquillard et traînant, ce moi virtuel, impossible, et qui se retrouve tout de même dans la réalité. Personne comme lui n'a senti sa faiblesse, qui est la faiblesse principale de l'humanité, à détruire, à ne pas exister. À détruire, à ne pas exister. On a monté tout ce travail en 10 jours, là, donc ça fait quand même juste. Donc je voudrais quand même par politesse et pour les comédiens, je vais vous les présenter. Donc voici Hervé Dessin. Il est déjà un parcours d'écrivain et de comédien assez important. Il y a un avec la compagnie d'Agas, en carte blanc. Je ne sais pas si ça dit grand-chose. Moi je m'appelle Patrick Lebrun. Voici Cyrielle Tardivelle, qui est la professeure. La place au travail de Karen Chine, le Père Soleil, pas le temps de lever. Et voici ce jeune homme qui est Jérémy Alors tout ce travail rapide. C'est mon mot. La question
Vous avez travaillé avec moi sur un autre spectacle qu'on a joué pas loin en décembre, c'était sur un thème de l'amour, passion, légèrement folie. On avait joué chez Paulette Louvois, au Théâtre de Paris à côté, là, c'était mon musicien. On va vous offrir quelques petites chips et quelques petites cacahuètes, et puis on vous a mis, ça. Si vous voulez mettre des billets là-dedans, c'est sympa parce qu'on n'est pas payé, alors pour acheter la nourriture, pour payer un petit peu les comédiens. On ne refuse pas les billets de 100 € ou 500 €.